KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Peut-être un reste de thé survivait-il dans la théière. La lampe à alcool était éteinte depuis longtemps. Augustin pressentit un thé très fort et refroidi. Tel quel, il le but, perçut une saveur métallique à l'adjonction de sucre, un parfum mélangé de thé et de foin. Peut-être était-ce lui, venu jusqu'à ses narines, déguisé, jouant l'odeur de prairie et les souvenirs de la font sainte. Qu'est-ce qu'il disait donc ? Qu'est-ce qui était fini ? Cette revue d'arguments destinée à lui faire trancher le cas définitivement ? Mais qu'elle n'était pas finie avant de commencer. Ses allées et venues le ramenèrent à ce coin de bureau où ses papiers s'entassaient. Il mit à les ranger cette lenteur rêveuse dont il avait manipulé, dès le début, toutes les parties de cette histoire. Qu'est-ce qu'il y avait donc de nouveau, précisément cette nuit, qui put lui permettre, mieux qu'à d'autres moments, de finir ? Aurait-il la force d'écrire une nouvelle fiche ? Sans doute. L'insomnie ne touchait pas la netteté de sa pensée. Il pouvait à la fois penser et souffrir. Le flux des idées était simplement ralenti, coupé d'arrêts, de douleurs. Il suffirait de poser de temps à autre, à plat sur l'avant-bras, sa tête un peu lourde, comme pour dormir, ou de la tenir dans sa main ouverte, ou de l'installer sur un tas de livres assez haut, et de poser un autre livre sur le coin du papier où il voulait écrire. Ce n'était pas difficile. On commençait par noter la date, le lieu, l'heure. Le reste s'inscrivait tout seul, avec un très faible effort. Ce qui tranchera le cas définitivement, au fond, ce sont mes habitudes. Aucune de mes difficultés n'est d'origine métaphysique. Mais c'est maintenant que celles-ci vont venir. Les dogmes, la Trinité, le sacrifice du Fils au Père, le péché originel, toutes choses qu'il faut tant travailler pour charger de sens, reprendront peu à peu l'aspect étrange qu'elles auraient pour tout infidèle. Elles relèveront de la préhistoire religieuse qui, sans se poser et pour cause de questions sur leur valeur en soi, verra se composer lentement leurs fantastiques morceaux. L'agnosticisme est la seule solution du problème où manquent les données. L'argilier touche Dieu du doigt et sa métaphysique se fait en conséquence. Mais moi, je perdrai peu à peu tout sentiment de Dieu et mon édifice philosophique s'en passera. L'immortalité de l'âme, le beau risque, tout cela aussi, les sciences expérimentales, dans quelques siècles, auront peut-être leur mot à dire. Inutile de s'attendrir au devancement de Bergson. Puis il prit la feuille, la relut, la critiqua. Ce n'est pas distingué, c'est fort plat, pas nouveau du tout. Peut-être absence de distinction et platitude sont-elles marques de vérité. Il fit 2 ou 3 pas, à travers la turne, formulant tout haut la contradictoire. Les recherches de préhistoire religieuse, en quoi pertinentes ? Dieu ne peut-il pas informer et utiliser une catégorie mentale purement humaine, comme celle de sacrifice ? Il utilise bien autre chose pour des fins divines, le langage humain, le sentiment de l'amour, conclure, heureux qui peut. Revenu devant le papier, il le déchira en très petits morceaux, inidentifiables, qu'il jeta dans la caisse au papier. Après quoi, il dit de la même manière rêveuse « Alors c'était pas la peine de l'écrire ». Levé de sa chaise, il lui fut impossible de revenir au dortoir. Sa tête tournait, sa nausée grandissait. Jamais il ne monterait l'escalier. Tout le long du mur, sous l'étagère de livres, attendait inoccupée la chaise longue d'osier que Brûle avait fait placer là, son oreiller pneumatique et ses coussins. Juste au-dessus,
pendait le pardessus de voyage de Brûle, un très beau manteau de douce laine fauve. Augustin n'eut que le temps de se coucher, la position allongée atténua la nausée. Seules persistèrent les piqûres à l'intérieur du crâne, plus énervantes que douloureuses, comme d'une couronne d'aiguilles mousse. Il eut froid. Il étala sur lui le manteau de Brûle. Ses sensations devinrent peu à peu aériennes, détendues, légères. Le moelleux par-dessus était tiède, sentait Brûle, c'est-à-dire un arôme de tabac blond et d'eau de toilette. Les préoccupations métaphysiques revinrent, mais frôlantes et allégées. Préhistoire religieuse. Tout ça, c'est des problèmes, comme disait l'ivrogne de mes premiers jours de Paris. Nulle envie d'aller au-delà. Des images nettes, foisonnantes et disjointes le visitèrent, flottant dans quelque chose comme un désintérêt nonchalant. Au restaurant se leva de table le jeune homme au visage grêlé. Vévé pleurait le long de sa barbe. Il pensa à Marguerite avec rapidité, attendrissement et dédain. La turne réapparut sévère et de couleur ocre. Elle chassa Vévé et le jeune homme grêlé. La chaleur veloutée du manteau de Brûle se fit plus veloutée encore, dépassa le par-dessus, s'étendit dans l'air comme une zone, devint lentement imperceptible. Beaucoup plus tard, ayant traversé des immensités noires aussi inexplorables que l'ultra-espace, Augustin se rendit compte que peu à peu se précisait autour de lui un milieu charmant. L'arrière-fond était une nuit rousse et blonde, d'un bonheur essentiellement esthétique, sans qu'on pût dire exactement ce qu'elle avait d'heureux. Augustin la savait heureuse d'une connaissance purement sentimentale qu'aucun fait n'incarnait, mais un bras nu d'une distinction enivrante s'aperçut enfin sur le sombre palissandre d'un grand piano à queue. Augustin savait qu'en effet, c'était sa place, qu'il ne pouvait pas ne pas se trouver là. Il savait aussi que ce bras était celui de Madame Desgraisses des Sablons, ou peut-être de la jeune personne vue auprès d'elle, au Sablon autrefois, ou plus récemment près du coupé électrique. Peu importait. Le sentiment de convenance et de certitude n'était pas moins plein. C'était comme un bras que ces dames eussent possédé en commun. Toutes ces certitudes se fondaient en un bonheur esthétique, libérateur et de causes confuses. Un changement eut lieu. Un mouvement de départ ou d'entrée, inobservé par lui, dont il sentit cependant les conséquences. La jeune femme devenait fort différente de l'obscur et irréductible souvenir qu'il gardait, même en songe, d'une Madame Desgraisses des Sablons véritable. Ainsi renouvelée, elle fit du thé. Elle tournait autour d'une table semblable à celle de la Turne, avec de gros livres ouverts. Augustin voyait de dos son élégance fragile, son fichu blanc vaporeux. Il s'attendrissait de sa grâce et de sa pauvreté. Il savait bien que c'était Marguerite. Il parlait à Vévé, mais avec le sentiment que Marguerite écoutait de toute sa sensibilité silencieuse. Il parlait sans la regarder. Il lui jetait presque les mots par-dessus son épaule. Mais tous portaient, faisaient bal. Marguerite s'en émouvait profondément. Elle s'était émue pareillement pour Vévé, à d'autres mots, en une certaine circonstance obscure. Mais cette fois, c'était pour lui qu'elle s'émouvait. Une expression dont il se servait semblait toute puissante, chargée d'un sens profond et illuminateur, une véritable formule de génie. Marguerite la comprenait intégralement. C'était la vertu de la sortie droite. Le cœur d'Augustin débordait de bonheur et de reconnaissance. Marguerite lui présenta une tasse de thé, et tous deux remarquèrent qu'elle était sale, garnie d'un fond de vieux thé, oublié et froid. Il vit que Marguerite le voyait. Elle sourit tout d'un coup d'un brûlant et sournois sourire, saisit à pleine main la masse défaite de son admirable chevelure, essuya la tasse avec ce soyeux torchon vivant,
et la lui tendit à boire. Augustin retrouva sur-le-champ la Turne impassible, son corps à moitié soulevé du fauteuil, le grand silence de la nuit et la vertu de la sortie droite. La phrase détonnait dans le milieu redevenu réel, et d'ailleurs, elle allait s'effaçant. Il ne lui demeurait qu'un lambeau de sens en train de disparaître. Restait encore à voir les textes de la résurrection. Il y pensa avec quelque chose comme de la colère. N'avait-il pas fermé les chemises et décidé de ne plus regarder aucune de ses fiches haïes ? Tout était redevenu comme avant le sommeil. Toutefois, il se trouvait mieux, ne sentait plus battre ses artères, ni les picotements d'aiguilles mousse. Une promenade dans la Turne, du côté où il n'avait pas encore erré, lui montra la pendulette de voyage appartenant à Brûle, qui battait à petits coups étouffés, plus discret qu'une montre. La longueur de la Turne était une distance suffisante pour éteindre ce faible bruit. Augustin se pencha sur elle comme sur une distraction heureuse, ce qui lui fit penser à la théorie de la distraction dans Pascal. La pendulette marquait 3h45. Il se dit qu'on se trouvait le lendemain et que cette formule, quoique parfaitement claire, ne présentait grammaticalement aucun sens. Il avait heureusement gardé le manteau de Brûle, car il ne faisait pas chaud. Arrivé près de la fenêtre, le front posé sur le carreau, tout son dos fut parcouru d'un frisson glacial qui donna à son corps le rafraîchissement d'un bain froid. Il se surprit à murmurer le repos calme et profond de la nuit. Le sifflement des bourrasques semblait arrêté. On n'entendait plus. Tenté d'ouvrir la fenêtre, il retint par crainte du bruit qu'elle ferait. Il ne fallait pas révéler sa présence. La fenêtre donnait sur les jardins de l'école, du côté de la petite rue Rateau. Aucune lumière de réverbère public n'était visible. Rien que le rouge, diffus et profond, de Paris. À travers les carreaux passait le grondement des lourdes charrettes du matin. Il se chantonnait, les charrettes qui vont aux halles. Rien ne lui restait de cette sensation de froid dont le coupant initial était maintenant parti, mais où persistait peut-être encore quelque chose de reposant et de rasséréné, à goût de sommeil. Efface du Paris nocturne, ce Paris du travail ou du plaisir où Dieu comptait si peu, une conscience très inattendue de sa noblesse morale l'envahit sournoisement. Combien peu souffrent, comme moi, pour des motifs idéalistes. Encore dans toute la stupeur de cette niaise bouffée, il y surprit soudain une souterraine parenté avec une image d'une autre sorte, celle dont il avait repoussé l'attrait en sautant de la chaise longue lors de son réveil de tout à l'heure. Perçant la vaniteuse flambée idéaliste, luisaient 2 yeux de diable, 2 yeux de fougue et de cynisme, ouverts sur tous ces plaisirs de la vie nocturne auxquels il venait de penser avant tout et premièrement, et non pas à la souffrance pour motif idéaliste. Celle-ci vint, mais au second temps, il le voyait bien maintenant, poussé en avant, sur des superficies de son âme, par une automatique réaction de défense, un écran contre le feu, un mensonge prudent pour se cacher à lui-même le profond phénomène primitif. Autant, n'est-ce pas, voir clair en son cœur. Il était évident que ses arrière-pensées avaient convoité Marguerite. Non seulement quand elle montait avec lui dans l'escalier, devant l'étrange merci troublée qu'elle lui avait jeté au nez avec sa porte, mais dans le fiacre, en prononçant son prénom, au dîner lorsqu'il remarquait qu'elle avait froid, et même avant, quand il s'était laissé attirer par l'invitation de Vaton. S'il l'avait accompagnée en fiacre, malgré les mots de l'ivrogne et malgré sa présence, c'était pour une sorte d'immatérielle et inavouée caresse. Peut-être même l'avait-il désirée dès leur première rencontre, lors de cette crise de jalousie à l'avoir admiré les vers de Vévé. Oui, n'est-ce pas ? Autant voir clair dans son cœur, toute lumière assainit, purifie.
Ce qui avait pu être indiscernable à chacun de ces moments isolés cessait de l'être devant leur ensemble. Une suggestion trouble susurra dans sa pensée. Désormais, peut-être, maintenant. Il l'arrêta brutalement, en pleine pente. Désormais quoi ? Et pourquoi maintenant ? Moins maintenant que jamais. La petite suggestion, honteuse, riante et rabrouée, s'effaça, comme s'il y avait quelque chose de changé dans sa vie morale. Cette indignation intérieure se mêla au désir de ne pas paraître trop vaseux demain, quand il serait là-bas dans la grande avenue. Il sourit du mot « demain » parce que c'est faux. C'était aujourd'hui qu'il y allait. Peut-être devrait-il essayer 3 heures de sommeil. Il s'assit quelques instants encore à sa table, avant de remonter au dortoir. Puritanisme congelé. C'est même pas comment on fait la noce. Il est pur, mon vieux, pur. Puis une courte houle qui laissa se calmer avec une sorte de dédain triste. Espèce de fou. Est-ce qu'il y aurait cela aussi, cette crise sensuelle, comme appendice à sa crise de pensée ? La complexité du cœur humain suffisait-elle pour expliquer le phénomène ? Et l'idée de desserrage de frein, ou fallait-il encore pousser jusqu'au diable, comme pour ses obsessions verbales ? Espèce de fou. La minute suivante fut de vacuité intellectuelle totale, traversée par un capricieux retour de sa phrase du rêve, la vertu de la sortie droite. Ses mains, qui se promenaient machinalement sur la tranche du gros, en retirèrent au hasard un signet débordant qu'il déplia. C'est là que l'attendait la dernière douleur. Il reconnut le fragment d'une enveloppe envoyée par Christine, non le côté de l'adresse mais l'autre. Lorsque Christine s'apercevait, trop tard, qu'elle avait oublié quelque chose dans le corps d'une lettre, elle l'écrivait au dos de l'enveloppe, en très petits caractères. Augustin déchiffra. « C'est le 27, la fête de maman. N'oublie pas. » Un des sommets de l'année. Tous y communiaient régulièrement autrefois. Même son papa les accompagnait à la messe, dans les premiers temps, et s'il ne communiait pas, il gardait autour de sa courte barbe et de ses yeux plissés une joie toute simple qui disait « C'est que je n'en suis pas assez digne, et seulement cela. » Lui, Augustin, n'y communierait plus, n'y prierait plus, n'y connaîtrait plus personne à prier. C'était fini. Dieu n'appelle pas tout seul, simple silhouette faite d'abstractions, de schémas et de filigranes. Dans sa voix résonnent les plus puissantes sensibilités humaines, tout le passé d'un cœur, 20 ans de vie blottie contre ceux de chez vous. Une sorte de fureur envahit Augustin au milieu de sa souffrance. Le ressentiment d'un procédé incorrect, un coup perfide et déloyal, faussant le fameux drame d'idées pures, un vague souvenir d'avoir ainsi souffert du temps de Renan, et le sentiment que la vie se répétait. Il torturait donc les siens, sans qu'un reproche émanât d'eux, se souvenant du silence qu'avait gardé sa mère aux dernières vacances, quand elle ne soupçonnait pas encore tout le poids de cette croix. Elle ferait des prières et des pénitences, et des invocations pour le fils de tant de larmes, adressées à l'autre Augustin, le grand, son saint patron. Ce terrible prénom aussi, sur ses épaules. L'idée lui vint tout à coup que son pauvre père souffrirait peut-être plus encore. Et pourquoi non ? Que savait-il de son âme ? Quand avait-il reçu ses confidences ? Que de très délicates remarques religieuses ne tenaient-ils pas de lui, qui ne s'expliquait guère d'un incroyant ? Pourquoi tirait-il vers les négations le mystère de l'âme paternelle ? L'évasion d'Augustin, peut-être y verrait-il un malheur dont il ferait remonter l'exemple jusqu'à lui ? Debout, immobile, sur un de ces courts paliers que comporte toute souffrance, il se rappelait un beau raisonnement datant de ses premiers doutes, monté d'il ne savait quel chapitre de Renan.
Si j'avais le malheur de ne plus croire, cette pensée me rassérénerait encore, que Dieu ne me demande qu'une volonté de sincérité. Il anticipait à faux, comme toujours. L'arrachement personnel n'est rien. Sa sincérité ? La belle affaire, sa sincérité. Il s'en fichait bien de sa sincérité. Il se sentait tout à fait capable d'une simulation pathétique pour les siens bien-aimés, si seulement ils s'y fussent laissés prendre. Quelque chose luisait sur la table. Un stylographe oublié par Brûle. Encore une propriété de Brûle. Décidément, on ne voyait que Brûle. Augustin le retourna, fit jouer le mécanisme, de la plume rentrante, le reposa. Puis il se mit la tête dans les mains et éclata en sanglots. « Et ils me font rire !» hurla-t-il soudain. Toute l'équipe des Holzmann, des Boer, des Harnack, des Loisy et des Chênes. J'attends qu'un monsieur vienne me dire, du fond de l'histoire, « Je l'ai vu, la fosse commune où ils l'ont fourré, votre Jésus, et les deux larrons latéraux. Je les ai vus en tas l'un sur l'autre. » Et le lundi de Pâques, il s'y trouvait encore. Entre l'indépendance réciproque de Matthieu et de Luc dans le récit de la Nativité et l'explication par les mythes ultérieurs, la distance est, en stricte logique, immense. Si Jean se tait sur la naissance virginale, de quel droit affirmer pour lui qu'il la rejette ? Et pourquoi demander à Luc et à Matthieu une superstition totale ? N'ont-ils pu ignorer, prendre chacun une partie des faits et l'exposer avec les procédés d'innocents ? Aucun événement historique ne tiendrait, raconté par de pareils enfants. Pauvre texte désarmé et si doux, haché par la critique moderne. C'est en un second sens que l'agneau de Dieu y mourait. Pas une affirmation rationaliste qui toucha, comme disait l'Argilier, le roc des faits. Il faisait suinter leurs preuves de la torsion des preuves contraires. Il s'agit d'induction, de phénomènes de masse, de tout ce qu'on veut. De preuves directes ? Jamais. Il eut envie de rouvrir les chemises bleues, de remonter ce calvaire. Hélas, que de fois déjà l'avait-il fait ? Une meute d'évidence hurlerait une à une et ensuite en chœur. Il suffirait d'ouvrir, et puis de lire, et puis de souffrir une fois de plus, après les autres fois. Un peu moins sans doute, à chaque lecture, jusqu'à l'insensibilité finale. Ainsi rien, en définitive, n'était résolu. Là encore, il avait anticipé à faux. Le chaos des décisions possibles restait chaos. Qu'il aille à la messe le dimanche, ou qu'il n'y aille pas, le déterminisme de sa pensée n'en serait pas plus changé que l'univers. S'il ne décidait pas, les choses décideraient pour lui, au fond de lui, dans les mécanismes intérieurs. Tout tomberait un jour ou l'autre, comme un vieux mur. Choisir par décision positive de la volonté, quelle sottise. Les choses choisissent pour vous. Si elles ont décidé de partir, elles font comme la bien-aimée, la rose au bois, elles s'en vont. Mais le passé qui les engendra reste. Un très ancien passé qui transcende son enfance, rejoint la longue lignée des siens, des très simples gens auxquels il doit la vie, et de toutes les routes morales où ses pas ont marqué. Et maintenant, il va rejoindre la vermine, libre penseuse, les carcasses maçonniques, honte et lèpre de la France, et il fera ami-ami avec cette pourriture. Ainsi, doucement cette fois, longuement, sans la secousse des sanglots, le bras sur de gros bouquins et le front sur ses bras, le malheureux pleurait dans la nuit. La porte de la turne s'ouvrit. Il se redressa en sursaut. L'Argilier expliquait qu'il l'avait vu s'échapper du dortoir vers 10h30 et pas encore vu revenir. Et lui, n'avait-il donc pas dormi ? Il le pressentait ici. Il était 4h20. Augustin fit avec ses bras un grand signe d'abandon, sans chercher à s'essuyer la figure. Puis retrouvant ce beau mot de l'amitié,
Devant toi, mon vieux, ça m'est égal. Mais là, revint un peu de la vieille hauteur ironique dont il cachait toutes ses émotions. C'est ma nuit, comme dit Kipling. Je m'offre le luxe d'une nuit, c'est très distingué, pareil à Jouffroy. Je crois que j'en ai eu d'autres. Mes crises sont de l'espèce nocturne. Comme l'argilier ne répondait pas, je m'attendrissais, ajouta-t-il, sur une variante de ce chant que nous avons entendu ce matin. Il se reprit. Hier matin. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.